Bonjour à tous et bienvenue dans le point marché hebdomadaire avec notre invité Jay de Derivative Trading. Salut Jay, comment vas-tu? Ça va et toi en forme? Malade Super, cette semaine, mais au boulot. c'est ça. Allez, les marchés ne s'arrêtent pas et donc on est parti pour cette semaine. Donc pas mal de choses à voir comme d'habitude. L'objectif de cette émission, c'est de vous aider à bien préparer votre semaine avec une approche professionnelle et des outils professionnels grâce à notre invité Jay. Donc on est parti sur le premier point de l'émission, les marchés et les indices boursiers. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors si on fait un petit point de la semaine sur les marchés actions et indices boursiers, si on se concentre sur les États-Unis notamment, puisque j'imagine qu'une majorité de ta communauté trade les États-Unis, on a globalement eu un marché assez hésitant pour plusieurs raisons, notamment à cause des discussions en cours entre Trump et Xi pour la Chine sur les barrières commerciales. Ensuite, on a eu de l'hésitation aussi de la part des institutionnels en ce qui concerne la concentration dans certains secteurs comme l'IA qui inquiète un petit peu. Donc on a eu pas mal de prudence de la part des professionnels. On a les retail, les investisseurs amateurs ou plus largement les ménages américains qui, eux, au contraire, ont été très motivés à acheter encore cette semaine. C'est vraiment eux qui ont leadé le marché. À part là, sur les derniers jours, ça s'est calmé un petit peu. Mais après, avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui viennent de tomber, bon, mais ça a reboosté pas mal d'investisseurs à revenir sur le marché, considérant que la Fed pourrait éventuellement baisser les taux. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est ancré pour ce mois-ci. Mais en tous les cas, le chiffre d'aujourd'hui vient rassurer dans cette direction-là. Et les discussions avec la Chine semblent aller dans la bonne direction. Bon, rien n'est définitif pour l'instant, mais en tous les cas, le marché est plutôt enthousiaste par rapport à ces négociations. Donc pour les États-Unis, ça s'est plutôt maintenu et plutôt positivement avec quelques retours assez violents dus au faible niveau d'engagement de la part des professionnels, notamment en options. C'était pas très dynamique toute la semaine. Si on prend les indices actions américains, ils ont plutôt oscillé en inventaire gamma positif et gamma négatif, ce qui a fait qu'on avait un marché qui montait lentement et qui a accéléré violemment à la baisse, mais de manière quand même assez contenue. On n'a rien eu de dramatique pour cette semaine. Une volatilité qui s'est maintenue à des niveaux quand même élevés. Aujourd'hui, ça se tamise forcément avec les chiffres de l'inflation, mais bon, il y a un contexte. Des barrières douanières qui sont toujours en discussion jusqu'au 1er novembre, donc rien n'est définitif là-dessus. Là, on attendait des données macroéconomiques, donc là on vient d'avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui rassurent. Jusqu'à présent, on n'en avait pas eu à cause du shutdown, donc le fait d'en avoir aujourd'hui, bon, ben, ça rassure un petit peu les marchés. Donc on a un indice S&P qui a réagi très positivement à la nouvelle. Voilà ce qu'on peut dire pour les indices actions cette semaine. Globalement, n'hésite pas si tu as d'autres questions. En tous les cas, pour dernière relance aussi qui peut être un nouveau boost, et là c'est plus du côté de la Chine que ça se passe. On a un gouvernement qui souhaite vraiment réinvestir dans son économie intérieure et surtout encourager le secteur technologique local, ce qui devrait booster l'attrait des investisseurs internationaux vers ces secteurs en Chine notamment. Donc on le verra dans les prochains flux des prochaines semaines. Parfait. Et je voulais juste rebondir sur un point, c'est au niveau d'une rotation sectorielle qu'on peut observer avec notamment les quelques grosses actions de la tech qui ont pris une petite baisse et les valeurs des terres rares qui semblent prendre pas mal de valeur avec des positionnements là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui est pertinent Alors ouais, on a observé quelques rotations, c'est bien que tu en parles. On a observé quelques rotations cette semaine, notamment vers les secteurs un peu plus défensifs, mais comme je le disais, c'est par rapport au contexte, dans la mesure où pour l'instant, bon, on n'avait pas de certitude et sur les négociations Chine-USA, il y a du stress. Donc on a observé de la part de certains gérants ces mouvements-là, mais on a aussi observé dans le même temps des achats tactiques par les hedge funds notamment sur les techs de moindre taille, de taille inférieure. Notamment, c'est des techs qui avaient lagué, en fait, qui étaient en retard par rapport aux grandes capis. Et donc, du coup, ils ont plutôt fait des transactions tactiques sur ces techs-là et ces petites entreprises-là qui ont aussi du potentiel.
Pour ce qui est des terres rares, bien sûr, forcément, c'est concerné par l'actualité entre les États-Unis et la Chine, puisque c'est le levier principal de négociation de la Chine, enfin, dans la mesure où la Chine, en fait, si vous voulez, a réduit le robinet des terres rares, puisque c'est le principal producteur et exportateur mondial de ces minerais. Et donc, du coup, en réaction aux sanctions et européennes et américaines, les Chinois ont mis un frein là-dessus. Forcément, ça a entraîné un mouvement spéculatif sur les actions qui concernent ces secteurs, puisque si l'entente entre la Chine et les États-Unis, mais aussi plus largement avec l'Europe, ne s'est pas améliorée, enfin, les relations ne se sont pas améliorées, à ce moment-là, il va falloir trouver d'autres sources d'approvisionnement, et donc toutes les sociétés qui sont sur ces secteurs-là en profiteront mécaniquement. Ouais, tout Mais à c'est fait. un sujet qui est encore sur la table, ouais. Ouais, super intéressant et puis en plus ça nous fait une transition parfaite vers notre prochain sujet, donc les tensions, commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Où on en est et qu'est-ce qu'il faut attendre pour les prochaines semaines à ce niveau-là? Alors justement, c'est le gros enjeu, hein, j'en parlais, c'est le gros sujet depuis plusieurs semaines déjà. La rencontre entre Trump et Xi au sommet de la PEC. Donc là, c'est vraiment le catalyseur clé très attendu par le marché, dans la mesure où Trump a pour l'instant menacé de barrières douanières importantes pour le 1er novembre. Et même si le marché pour l'instant reste confiant, c'est le sujet déterminant. Donc, affaire à suivre. On ne peut pas spéculer non plus, parce que Trump a plutôt tendance en général, depuis qu'il est en fonction, et même sur son premier mandat, à y aller fort dans la menace pour ensuite négocier de bons accords, comme il dit. Donc, pour l'instant, le marché n'est pas effrayé, mais si par contre rien n'est réglé, au 1er novembre, c'est pas réglé, ça risque de réagir assez fortement. Donc là, on est encore dans un phénomène de Gray Swan, comme on l'avait eu en début d'année, c'est-à-dire de signe gris. Le marché connaît la nouvelle, connaît le risque, mais pour l'instant ne s'en préoccupe pas plus. On avait eu ça en début d'année, et ensuite, quand Trump a annoncé, je ne sais pas si tu te souviens, pays par pays, le taux de Mmh. barrière douanière qu'il allait leur appliquer, derrière, le marché a très mal réagi. Donc là, on est encore à nouveau dans cette situation-là. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que la Chine, même si elle n'est pas particulièrement bruyante, elle ne se laisse pas faire et elle a les leviers pour répondre. Donc c'est vraiment... rien n'est fini pour l'instant au sujet de ces barrières douanières. Je pense que ça va durer en longueur et ça va durer très longtemps. Donc après, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils demandent aux Européens, en gros, de les suivre dans leur stratégie de sanctions, ce que font les Européens d'ailleurs. Et pour les Européens, ça risque de se retourner assez lourdement contre eux, puisqu'on en avait parlé, mais les Européens envisageaient des transferts de technologie de la part des Chinois en vue d'investissements en Europe. Le problème, c'est que ça va à l'encontre des règles du commerce international et que les Chinois pourraient répondre assez durement en Europe, soit en jouant la division, avec tout ce qui est enquête anti-dumping par exemple, ou même aller plus loin et sanctionner certains secteurs sensibles en Europe, notamment le luxe, le porc aussi, la viande de porc. Ça, je pense que pour tout ce qui est bétail, ils pourraient jouer justement sur les mesures anti-dumping pour aller se rapprocher d'autres pays européens un peu moins exigeants. Donc on a un gros sujet là sur la table et ça va pas aller comment dire, ça ne va pas s'arrêter à court terme. Les discussions sont en cours, on ne peut pas plus spéculer que ça, et pour l'instant, en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que le marché n'en est pas particulièrement effrayé. Il y a de la prudence, mais le marché n'est pas effrayé. On l'a observé en termes de couverture. Des couvertures sont prises, mais pas à l'extrême. OK, parfait. Donc ouais, c'est le gros sujet, même si en même temps on n'a pas forcément heu, de deadline où on ne sait pas vraiment, quand on va pouvoir avoir une amélioration au niveau de ces tensions, sino-américaines. Donc c'est quelque chose à garder du coin de l'œil et sur lequel, il va falloir, regarder s'il n'y a pas Trump qui nous balance un nouveau tweet ou une nouvelle bombe qui peut faire dévisser les marchés. Et au niveau des sanctions, ça nous amène aussi au marché du pétrole, puisqu'on a eu des nouvelles sanctions, cette semaine. Je te laisse un peu développer là-dessus et nous dire un peu, ce qu'il en est. Ouais, là, on est à nouveau sur le terrain de la géopolitique, donc là, on a un gros sujet absolument, puisque
Trump et Poutine devaient se rencontrer cette semaine, mais bon, Trump, toujours dans son art de la négociation, en fait, a considéré qu'il allait se déplacer pour rien, donc il a annulé cette rencontre. Et dans le même temps, donc hier soir, il nous a annoncé de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, notamment sur le secteur pétrolier russe et notamment des entreprises, les géants du pétrole russe. Ça n'a pas loupé, ça a fait réagir le pétrole. On le voit ici en termes de structure à terme, c'est un indicateur qu'on utilise. En fait, là, la ligne bleue, c'était la semaine dernière, d'accord, tu vois, donc c'est en gros les projections des prix du pétrole, donc court terme à gauche et à très long terme à droite. Donc forcément avec un marché qui n'était pas particulièrement inquiet et donc on envisageait plutôt des prix très élevés à long terme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tu vois la ligne blanche, là, c'est les cours actuels. Là, on a les prix à court terme qui ont explosé, d'accord, et la volatilité à court terme qui a explosé sur le pétrole, et donc on a eu une envolée des prix de court terme sur le pétrole. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça va mettre des freins à l'industrie pétrolière russe dans sa capacité d'exportation, d'une part, mais ça va aussi mettre un frein aux acheteurs potentiels de pétrole russe, enfin, en tous les cas aux acheteurs actuels de pétrole russe, ça va leur mettre un frein. Et donc, mécaniquement, ça va réduire le niveau de pétrole disponible sur les marchés internationaux. Donc, même si après, quand même, il faut quand même considérer que la Russie a ses réseaux de shadow tankers et ses traders qui sont dans différents pays et qui l'aident à transiger malgré les sanctions et à y vendre et à écouler ses stocks de pétrole, parce que même s'il y a des sanctions, certains pays officiellement ne peuvent plus acheter, mais après, derrière, il y a toujours des traders ici et là qui vont à l'encontre des règles internationales et qui vont vendre ce pétrole en OTC directement à des contreparties. On le voit par exemple pendant la période des sanctions avec la Chine et l'Iran. La Chine n'était pas sanctionnée, bien sûr, mais l'Iran étant sanctionné, la Chine envoyait des pétroliers réceptionner du pétrole au large des côtes iraniennes, elle le fait toujours d'ailleurs, pour s'évader des sanctions. Donc après, la Russie va pas procéder de la même manière, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que à court terme, déjà, ça génère un risque justement sur les approvisionnements mondiaux de pétrole. Et donc la prime de risque politique sur les prix du pétrole est venue s'intégrer dans les prix, dans les cours actuels, et donc on a cette envolée du pétrole à court terme. Alors pour l'instant, elle est maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, on a une OPEP qui continue d'inonder le marché puisqu'ils ont relevé les quotas de production. Donc on n'a pas eu un mouvement dramatique non plus, mais ça va élever la volatilité pendant un certain temps en tous les cas. Donc là, on a un sujet très très sensible, puisque derrière, forcément, ça aura des répercussions partout. Donc si on ajoute les sanctions sur le pétrole au risque sur les barrières douanières, même si l'inflation pour l'instant s'est calmée dans pas mal de pays, il est possible que ça reparte à la hausse dans quelques mois. Bon, après là, c'est de la projection. En tous les cas, c'est pas le cas pour l'instant. On garde ça à l'œil. Mais gros sujet absolument, c'est le sujet de la semaine. Pourquoi en fait? Parce que les tensions géopolitiques sont en train de monter d'un cran. On a eu en France notamment, je ne sais plus quel niveau de grade d'officier, mais un officier de l'état-major français qui nous a dit qu'il fallait se préparer à une guerre contre la Russie dans 2-3 ans. Donc il y a un côté sérieux de sa part, mais il y a aussi un côté, je pense, pour motiver à ce que le budget passe, puisque derrière, sur le plan politique, le budget français n'est toujours pas passé. Donc je pense qu'il doit y avoir de ça dans cette sortie publique. Pour revenir sur le prix du pétrole et le mouvement qu'on observe actuellement, est-ce que ce serait un rebond qui serait donc dans la durée, on va pouvoir observer une continuation haussière dans les prochaines semaines liée purement à ces sanctions, ou alors ce serait plus un sursaut court terme et en fait on va avoir plus de la volatilité sur les prochaines semaines, mais pas nécessairement une continuation haussière vu que finalement on a une quantité de pétrole qui reste assez abondante avec l'OPEP. Est-ce que c'est quelque chose qui peut empirer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire que le prix du pétrole va continuer à progresser dans les prochaines semaines? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre sur les marchés physiques, c'est que là, typiquement, ces sanctions, en fait, elles vont pousser les acheteurs à se trouver
source d'approvisionnement, tu vois. Donc là, par exemple, on a eu la nuit dernière quelques compagnies de raffineurs chinois qui ont suspendu leurs importations de produits bruts russes, tu vois, à cause des sanctions. Pourquoi? Parce que le temps de s'organiser, de se réorganiser ou de lire les textes de loi américains. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils ont un pouvoir de sanction extraterritorial, donc ils peuvent toucher n'importe qui, n'importe où à travers la planète. Donc les entreprises mondiales vont devoir s'adapter en conséquence, puisqu'elles peuvent être touchées si elles achètent du pétrole à ces compagnies qui sont sanctionnées. Donc, pour l'instant, cette conséquence va avoir pour effet de pousser ces acheteurs à aller chercher d'autres ressources, d'accord, d'autres ressources. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un marché avec une certaine capacité à l'heure actuelle. Donc, peut-être que pour des appels d'offres, ça va être compliqué puisqu'ils ne vont peut-être pas trouver preneur, ce qui va générer une augmentation du prix, vendeur, pardon, ce qui risque de générer une augmentation des prix. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Ensuite, on a un deuxième élément qui n'est pas des moindres, justement, sur le marché du pétrole, c'est que jusqu'à présent, on avait l'Inde qui achetait à la Russie, qui a ensuite transformé et vendait particulièrement à l'Europe. Donc au final, les Européens continuaient d'acheter de l'énergie russe, mais qui venait d'Inde pour la plupart. Donc là, ce qui se passe, c'est que les autorités indiennes semblent confirmer leur volonté de ne plus acheter du pétrole russe, ce qui veut dire que, en plus des sanctions russes, on a des gros players comme l'Inde, qui est une très grosse économie, un très gros acheteur, mais aussi un très gros trader sur le pétrole russe. L'Inde va devoir pareil, de la même manière, se chercher d'autres horizons. Donc on risque d'avoir en tous les cas une tension, une volatilité persistante sur le marché, même si en lame de fond, on a une OPEP qui continue d'inonder le marché. Donc, est-ce qu'on va redescendre plus bas? Je ne pense pas. Je pense qu'on va osciller dans cette région entre les 60 et les 70 dollars pour le Brent et le WTI américain. Euh, on devrait osciller dans ces niveaux-là pendant un peu plus longtemps. En tous les cas, ce qui était attendu par le marché, c'est-à-dire un prix de pétrole beaucoup plus bas, c'est à oublier avec les sanctions, je pense, et on devrait continuer à réagir à la volatilité dans ce secteur-là dans les prochaines semaines. En tous les cas, 60-70 dollars, ça va être la fourchette moyenne. Mais on n'ira pas plus bas, je pense. Parfait, c'est très clair. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'inflation, et donc ça nous amène aussi au sujet chaud de la semaine prochaine, donc avec la politique monétaire et donc la décision de la Fed mercredi prochain. Qu'est-ce qui peut être sur la table? Et donc, on a évidemment une grosse attente de baisse de taux qui est complètement pricée maintenant, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur du coup la politique monétaire actuelle et les risques d'inflation? Alors là, techniquement, en fait, le souci qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est qu'à cause du shutdown, en fait, on n'avait pas de données sur l'inflation. Et donc, on était assez embêtés. En fait, même si la Fed avait ouvert la porte à cette baisse de taux pour octobre, le marché était quand même inquiet de voir les chiffres de l'inflation. Bon, après, inquiet, pas plus que ça non plus, puisque d'ailleurs, on a quand même des outils qui permettent de projeter. Et donc, en tous les cas, les chiffres sont sortis et donc ça rassure. Ça rassure dans la mesure où l'inflation est dans les clous, pardon, est légèrement inférieure à ce qui était attendu. Donc du coup, ça ouvre définitivement la porte à la baisse de taux par la Fed la semaine prochaine. Donc là, il n'y aura pas de débat. Et ça ouvre même l'éventualité d'une baisse de taux supplémentaire au mois de décembre. Donc là, on a un marché qui est en train de clairement pricer deux baisses de taux à venir, justement avec cette inflation qui est dans les clous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, la semaine prochaine, on n'a pas que la Banque centrale des États-Unis, même si c'est là, bon, c'est acté, elle devrait baisser les taux. On a aussi le Japon et la Banque centrale européenne la semaine prochaine. Alors pour la Banque centrale du Japon, on a un sujet qui est intéressant dans la mesure où on a un nouveau gouvernement qui a des projections de politique qui ressemblent un petit peu à Abe, l'ancien Premier ministre, et qui est plutôt une politique expansionniste, une politique économique expansionniste, de relance par la consommation, donc aider les ménages à consommer. Et donc ça aurait tendance à- à plutôt aller en contradiction avec ce que prépare la BOJ. En l'occurrence, sa montée de taux. Pour l'instant, le marché l'écarte à cause de ces élections, donc il considère qu'il n'y aura pas de montée de taux avant l'année prochaine.
Par contre, il y a une partie du marché, et j'en fais partie, qui considère qu'il y aura montée de taux de toute façon avant la fin de l'année, puisque dans les chiffres, la Banque centrale, techniquement, elle peut les monter, les taux. Enfin, en tous les cas, elle a l'attitude pour le faire. Et si le gouvernement AB, tu vois, j'ai fait un lapsus. Si le nouveau gouvernement a la même logique qu'AB, techniquement c'est expansionniste et donc ça sera plutôt défavorable à la devise. Donc maintenant c'est le gros sujet. Si la BOJ va à l'encontre de la politique de Takaichi, à ce moment-là, on risque d'avoir un sujet assez sérieux du point de vue du marché japonais. Dans tous les cas, c'est un trade qui peut être intéressant à observer dans les prochaines semaines, c'est à savoir si la Banque centrale monte les taux ou pas, et donc le repli, enfin le repricing sur le yen japonais, qui pour l'instant subit la spéculation autour de la politique que mènera la nouvelle première ministre. Et si par contre la BOJ continue de confirmer sa tendance à vouloir monter les taux, à ce moment-là, on aurait un repricing assez violent et important et dans la durée sur le yen. Donc ça va être un trade intéressant à jouer sur le yen. Pour la BCE, normalement, on n'aura pas de nouveautés en tous les cas en termes de taux. Il est fortement pricé qu'elle ne réagisse pas, enfin qu'elle ne bouge pas ses taux la semaine prochaine. Pour l'instant, les chiffres, notamment de l'inflation, sont dans les clous et sous contrôle. Voilà, la BCE, comme elle l'a dit, Christine Lagarde, se tient prête au cas où, mais pour l'instant, rien ne justifie de nouvelles baisses de taux à court terme. Parfait, parfait. Donc, ouais, très intéressant. Ça va être le gros focus de la semaine prochaine, donc au niveau des politiques de banque centrale. Et forcément, quand on parle de banque centrale, on est obligé de parler du marché obligataire. Donc, est-ce qu'il y a des choses importantes à noter sur le marché des obligations ou... Alors, sur le marché obligataire, ce qu'on observe depuis un petit moment, c'est une remontée. Donc, les obligations sont plutôt achetées, là, si on parle des obligations souveraines. Elles sont plutôt achetées et il y avait une crainte, malgré tout, sur le marché obligataire. Enfin, une crainte, j'emploie des termes comme crainte, c'est jamais dans le sens très négatif. En tous les cas, il y avait comment dire, une prudence. Voilà, la prudence, c'est plus adapté. Il y avait une certaine prudence puisqu'on attendait les chiffres de l'inflation et que pour l'instant, le marché obligataire considérait que l'inflation étant dans les clous et donc la Fed allait baisser ses taux. Il y avait quand même une prudence dans la mesure où on n'avait pas encore de données sur l'inflation et donc on s'inquiétait d'avoir une surprise à la hausse de l'inflation, sachant que les chiffres précédents, le shutdown, étaient plutôt en progression. Donc là, on a eu les chiffres aujourd'hui. Ok, l'inflation est finalement dans les clous, donc la tendance de fond à l'achat des obligations devrait se poursuivre pendant encore plusieurs semaines. Tu le vois à l'écran, en fait, tu vois par exemple un titre ici, le 10 ans a maintenant comme seuil les 4%, donc techniquement le marché considère que le 10 ans américain, sauf surprise, ne repassera pas au-dessus des 4% pour un petit moment. Ouais, donc je pense que c'est très intéressant pour tous nos traders des bons du Trésor. Un sujet qui était très important, on a pas mal évoqué la semaine dernière, c'était au niveau de l'or et des métaux précieux. Je pense que c'est pas mal si on revient dessus et un peu voir ce qui s'est passé cette semaine et ce qui peut continuer d'arriver dans la semaine qui arrive. Yes, alors déjà pour aller sur les métaux, avant d'aller sur les métaux, je voulais, ça permet d'enchaîner par rapport à ce que je disais, notamment sur les obligations, enchaîner avec le dollar et on se focalisera un peu plus sur les Parfait. métaux dans la foulée. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant avec le dollar, c'est que on avait un dollar qui avait repris depuis fin septembre, euh, qui avait repris de la force et de la vigueur, puisque le marché, n'ayant pas les données macroéconomiques et n'ayant pas, euh, euh, comment dire, de visibilité sur la politique de Trump notamment, et sur la base des derniers chiffres de l'inflation, on avait un marché qui considérait que le risque d'inflation était présent, et donc ça, c'était pas le seul élément, mais en tous les cas, ça motivait ce rebond du dollar. Donc là, ce qu'on observe, on l'a ici à l'écran, là, toujours contre le yen, puisque j'aime bien l'avoir contre le yen, là, les positionnements en option. On observe qu'on a eu toute cette montée la récente, là, notamment en priceant l'inflation contre le yen, et puis boum, c'est redescendu, et aujourd'hui ça se calme un petit peu, dans la mesure où les chiffres de l'inflation sont sortis, le marché se dit, ok, la Fed va baisser les taux,
Et donc là, on a un dollar yen, typiquement en option, qui est plus surtout dans l'attente de la suite au Japon. Donc pour que le dollar puisse continuer son rebond, il faudrait qu'au Japon, notamment, les autorités, enfin la Banque centrale, se ravise un petit peu. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant comme match en ce moment, dollar-yen en particulier. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, notamment au sujet des banques centrales, et là plus particulièrement avec les États-Unis et l'inflation. C'est que là maintenant, on se retrouve dans une situation où on a une Fed qui techniquement devrait être dans un cycle de baisse de taux. En face de ça, on a un Japon qui est censé être dans un cycle de hausse de taux, mais comme on a une nouvelle première ministre avec une politique plutôt expansionniste, elle ne l'a pas encore lancée, mais en tous les cas, elle envisage dans ce sens, d'après son discours notamment la nuit dernière, ça va plutôt dans ce sens. Donc du coup, dans l'immédiat, on ne sait pas trop quoi jouer. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, parce que si la BOJ confirme sa volonté de monter les taux, à ce moment-là, la correction sur dollar yen risque d'être particulièrement violente et il y a pas mal de points à aller chercher sur plusieurs semaines. Donc maintenant, justement, les métaux sur l'or, dans une bonne partie de ce qui avait motivé justement l'accélération haussière de l'or, il y avait ce rebond d'inflation un peu partout. En Angleterre, voilà, c'est les derniers chiffres, c'est un peu mieux. Aux États-Unis, etc., etc. C'est un des éléments moteurs de cette inflation, mais il n'y avait pas que ça, bien sûr. Il y avait les déficits publics au Japon, aux États-Unis, en Europe, avec les problèmes de budget ici et là, notamment en France. Plein d'éléments motivaient la montée de l'or. Et puis, petit à petit, et aussi, bien sûr, les achats de banques centrales. Et petit à petit, ça a entraîné pas mal d'investisseurs, justement, dans cette tendance, et notamment les fonds ETF. Alors, les fonds ETF, notamment les ETF spécialisés, se sont retrouvés particulièrement très acheteurs, notamment depuis le mois de septembre, avec justement ce dollar qui était au mois de septembre en particulier en tendance baissière du fait que la Fed en août avait ouvert la porte, lors du sommet de Jackson Hole, avait ouvert la porte à une baisse des taux, et donc le dollar s'était pris une accélération baissière. À ce moment-là, l'or en avait profité, et à ce moment-là, vous avez énormément de fonds ETF qui s'étaient mis à acheter de l'or. Et donc ils ont suivi cette tendance jusqu'à présent. Et là, n'ayant pas les données de l'ensemble de l'industrie, mais aussi étant surexposé sur le marché de l'or, il y a eu des prises de bénéfices. Donc on n'a pas une correction de l'or due à, comment dire, à un changement des fondamentaux de cette montée, on a une correction de l'or due principalement à une prise de bénéfices, pour l'instant, et notamment par les fonds ETF qui ont pas mal pris leurs bénéfices. On a aussi eu un arrêt des achats par certaines entités en Chine. Mais en tous les cas, la pénurie face à la demande et qui est toujours en cours est toujours présente. Même si là, on a les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui rentrent un peu plus dans les clous, enfin en tous les cas, qui sont inférieurs aux attentes, il y a quand même de l'inflation. Les risques budgétaires ne sont pas écartés. La politique de la Banque centrale japonaise n'est toujours pas clairement définie, donc on l'attend. Donc tout ça maintient pour l'instant, au moins à moyen terme, l'or dans sa tendance bullish. Il devrait continuer, donc il y aura des niveaux de rachat. Là, on l'a ici, on a l'or face au Bitcoin, que je vous avais montré la dernière fois. Donc la ligne blanche, c'est l'or. On voit qu'il a baissé, mais en tous les cas récemment. En tous les cas, la tendance haussière de l'or est assez claire. Si on prend toute l'année 2025, on est là en 2025, on démarre ici, et on remonte. Vous voyez, donc avec l'or qui fait son rallye, là on a une légère correction de pas grand-chose en réalité. La tendance de fond devrait se maintenir tant que les politiques publiques ne seront pas réglées. Pour le Bitcoin en face, les risques sont là, même si là, à court terme, il va profiter du fait que les chiffres de l'inflation sont un peu plus dans les clous et que la Fed baisse les taux puisqu'il y a l'effet dollar dessus. Donc, vu que le dollar devrait continuer à se prendre une pression baissière, le Bitcoin va en profiter. Après, à plus long terme, c'est plutôt sensible pour le Bitcoin. Par contre, sur l'or, il y aura de nouvelles opportunités de rachat, et notamment après les réunions des banques centrales de la semaine prochaine. Je pense que ça ouvrira tactiquement des portes à de nouveaux achats sur l'or. Super, ouais. Donc, bon, bah, de toute façon, on va continuer à faire attention à ce qui se passe sur les métaux au fil des semaines. On va continuer à suivre ça au fil des prochaines éditions. Un point qui pouvait être intéressant d'aborder et que pas mal de traders ne connaissent pas vraiment, c'est les facteurs saisonniers.
Donc est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Comment est-ce que tu abordes cette thématique-là? Alors ouais, tout à fait. En fait, les facteurs de saisonnalité, déjà, c'est pas juste, comment dire, c'est pas juste une analyse graphique comme ça au hasard. Si on se place par exemple sur les marchés des matières premières, les marchés des matières physiques, les marchés réels, euh, typiquement les saisonnalités, ça a une incidence fondamentale. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des périodes où vous allez avoir des pics de demande. D'accord? Typiquement, je vous donne un exemple. À la fin, euh, à la fin de l'été, euh, vous avez toutes les récoltes qui sont arrivées et elles sont vendues. Ok, donc elles sont vendues et à ce moment-là, en termes de saisonnalité, vous avez de l'abondance de la marchandise et donc par conséquent, le prix des céréales aura tendance à baisser sur cette période-là, sauf si mauvaise récolte, etc., etc. D'accord. Et après, si vous vous situez après l'hiver, typiquement, juste après l'hiver, vous passez votre hiver, vous avez consommé vos céréales, sortir de l'hiver, à ce moment-là, ben, la demande reprend. Par contre, la production n'est pas disponible puisque on plante autour de ces périodes-là et notamment au printemps. Et donc forcément, vous n'allez pas avoir de denrées suffisantes sur le marché par rapport à la demande. C'est pour ça qu'on regarde toujours par rapport à l'alimentaire. Pourquoi je regarde par rapport à l'alimentaire? Pourquoi je vous donne cet exemple typique des céréales? C'est que vous pouvez avoir toutes sortes de crises économiques. Les gens ne s'arrêteront pas de manger. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur moyen de comprendre les saisonnalités. Donc typiquement, comme je le disais, au sortir de l'hiver, là vous avez une demande qui est généralement plus importante que l'offre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de récolte à cette période-là, même si après en faisant le tour de la planète, des hémisphères, etc., ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a notamment les gros producteurs qui sont la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et les pays d'Amérique latine. À cette période-là, généralement, tout le monde n'a pas produit et donc par conséquent, vous avez plus de demandeurs que d'acheteurs. Donc la saisonnalité, en la reprenant sur les céréales, vous pouvez aussi la reporter sur d'autres secteurs. Vous pouvez la reporter par exemple sur les carburants et l'énergie. Si on se place par exemple sur les carburants, ben, vous savez que vous allez avoir des pics de consommation pendant l'été, puisque les gens étant en vacances vont se déplacer un peu plus en avion, en véhicule, etc., etc. Donc vous allez avoir des pics de consommation. Si on prend le gaz naturel, typiquement, ben, pendant l'été, notamment aux États-Unis, pas que les États-Unis, mais en tous les cas, la grille énergétique américaine fonctionne comme ça principalement. Vous avez une forte demande de gaz naturel sur les États-Unis pendant cette période-là, puisque le principal outil qui est comment ça s'appelle, les climatisations consomme du gaz, etc., etc. Enfin voilà, vous avez plein de facteurs saisonniers qui sont concrets, fondamentaux et qui ne sont pas juste des lubies. Ensuite, vous avez d'autres facteurs saisonniers qui vont être des cycles historiques, comme on peut les retrouver sur les marchés actions. Typiquement, en saisonnalité sur les indices actions américaines, la fin de l'année, en tous les cas, mois de novembre et mois de décembre, sont généralement de meilleurs mois pour les marchés actions, par exemple, que ne l'est le mois d'octobre. Là, typiquement, on est dans un mois d'octobre. En termes de saisonnalité, c'est pas un mois positif pour les marchés actions, même si pour l'instant ils ont été assez solides. Mais après, au-delà de juste l'aspect historique, il y a quand même un élément important, c'est que au mois d'octobre, typiquement, vous avez des entités qui sont obligées de sortir du marché pour des raisons fiscales et comptables. Donc, vous les voyez sortir généralement au mois d'octobre, et fin octobre en particulier. Sur le Forex, c'est pareil. Vous avez des flux saisonniers de rapatriement de monnaie qui font que la saisonnalité s'applique au Forex. Donc, la saisonnalité, c'est une des bases, si vous voulez, dans l'investissement en général, pour comprendre les grands mouvements de flux. Et ce n'est absolument pas écarté. En tous les cas, on l'enseigne et on l'a enseigné très largement à nos membres sur la formation, puisque c'est un des éléments techniques. Tu vois, en analyse technique, il y a un peu d'analyse graphique, mais après, il y a plein d'éléments techniques qui sont aussi à maîtriser. Et la saisonnalité en fait partie. Là, j'ai donné quelques exemples, mais ça va plus loin que ça encore. Ah bah c'est vraiment très intéressant parce que je pense que c'était un point qui pouvait être intéressant d'aborder, notamment quand on arrive dans la fin du sell in May and go away et qu'on arrive plutôt dans des mois de fin d'année qui sont généralement très positif pour les marchés actions. C'est des choses que les traders n'ont pas toujours conscience et c'est très intéressant car j'imagine qu'il y a plein de stratégies à mettre en place là-dessus sur différents types d'actifs. Donc, Totalement. Déjà, en termes de prudence en gestion de risque,
bien sûr que ça aide. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes où tu sais que, par exemple, tu vas pas t'amuser à aller vendre du yen, alors qu'il y a des facteurs saisonniers concrets qui sont là, par exemple. Ouais, donc vraiment intéressant. Et pour le dernier point de cette émission, je pense que ce serait intéressant de refaire un tour un peu de tous les conflits qu'on a actuellement au niveau de la géopolitique, parce qu'il faut savoir que au niveau de la géopolitique, on n'a jamais eu autant de conflits en même temps depuis les années 40. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin et ça a un impact majeur sur les marchés aujourd'hui. Donc je te propose de faire un petit tour de l'état actuel des gros conflits majeurs et de voir un peu ce que ça peut donner dans les prochaines semaines. Alors, plusieurs points. Bon, déjà, on en a parlé un petit peu avec le pétrole tout à l'heure et la Russie, les sanctions sur la Russie, mais en tous les cas, là, on a un terrain qui est en train de se tendre de plus en plus. En tous les cas, ça ne va pas dans la bonne direction, même si à un moment donné, avec la rencontre qui était au calendrier entre Trump et Poutine, bon, on s'est dit que ça pouvait se détendre. Mais là, Trump ouvre clairement la porte à l'envoi d'armes très sophistiquées à la Russie, à l'Ukraine, pardon, pouvant c'est Zelensky qui rapporte ça, pouvant atteindre 3000 km. Donc la Russie a dit que dès lors qu'il serait frappé par ce type d'instrument, il n'hésiterait pas à répondre très, très violemment. Les Européens, pour l'instant, en tous les cas, ne craignent pas ces commentaires de la Russie, puisqu'ils disent que par le passé, pardon, la Russie avait menacé de la même manière. En tous les cas, c'est en train de chauffer, c'est en train de devenir sacrément sensible. Pour l'instant, le marché l'ignore, mais ça fait partie des risques, justement, qui pourraient surprendre violemment le marché si ça venait à dégénérer. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que hier, on a vu la Russie mener des essais de missiles de longue portée, etc. Donc après, on les a déjà vus faire par le passé, ce qui fait que bon, mais beaucoup des dirigeants occidentaux ne sont pas effrayés. Mais en tous les cas, la tonalité est plutôt négative. On a les États-Unis qui semblent aussi, enfin en l'occurrence Trump, qui semble vouloir montrer un côté de lui qu'on ne connaît pas trop, en l'occurrence un côté guerrier, déjà d'une part sur la Russie, mais surtout à l'égard du Venezuela, puisque là c'est en train de se confirmer la discussion qu'on avait eue la semaine dernière par rapport au New York Times. Là c'est en train de se confirmer, puisque l'administration Trump a fait des déclarations hier qui allaient clairement dans le sens d'un éventuellement changement de régime au Venezuela. Et donc ce Venezuela, ça va être aussi un sujet sensible, puisque je vous le disais encore la semaine dernière, c'est un partenaire commercial important de la Chine, notamment pour ses enjeux stratégiques énergétiques. Donc là, on a un gros sujet sur la table et à garder à l'œil, sérieusement. Ça, par exemple, typiquement, ça pourrait aussi venir perturber les marchés pétroliers, puisque si la Chine venait à être en difficulté sur l'approvisionnement vénézuélien, ça voudrait dire qu'elle irait chercher des ressources ailleurs et ça poserait encore des nouvelles difficultés. Donc, c'est pour ça que sur le pétrole, c'est pas terminé. La géopolitique est actuellement particulièrement sensible. Si on va maintenant sur le Moyen-Orient, on avait logiquement un accord de paix entre Israël et le Hamas. Et pour l'instant, ben, c'est pas le cas, puisqu'il y a encore des échanges de tirs. Donc toujours rien de concret, et ça peut, on le sait, très vite déraper dans cette région-là aussi. Donc la géopolitique pour l'instant est plutôt inquiétante. Après, de là à s'affoler, on n'en est pas encore à ces niveaux-là, mais à garder à l'œil en tous les cas. Pour les marchés, bon, en dehors des matières premières, les marchés actions ignorent plutôt pour l'instant la géopolitique, mais tout choc qui viendrait à surprendre sur ce terrain-là, forcément aura des conséquences sur les marchés actions. Donc, Merci pour ce petit point géopolitique. Et pour conclure, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit récap des points importants qui vont être attendus pour cette semaine et voir les attentes et les risques qui vont être de mise. Donc je te laisse conclure là-dessus. yes, alors deux points importants pour la semaine prochaine. D'une part, les banques centrales, d'autre part, la volatilité. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est que les chiffres de l'inflation aujourd'hui, enfin publiés aujourd'hui, vont rassurer, d'accord, vont rassurer le marché, et le marché attendra une confirmation de, de la continuation du cycle de baisse de taux par la Fed la semaine prochaine lors de la réunion. Donc, en ce sens, c'est positif pour les marchés actions et ça devrait générer des flux acheteurs sur les semaines qui arrivent.
Ceci étant, je le disais tout à l'heure en termes de saisonnalité, il ne faut pas oublier qu'on arrive sur la dernière semaine d'octobre, et sur la dernière semaine d'octobre, vous avez certains fonds qui sont obligés de sortir du marché pour des raisons purement fiscales. Ensuite, quand on aura passé cette semaine-là, et si la Fed ouvre clairement la porte à d'autres baisses de taux, ce qui devrait être le cas logiquement, à ce moment-là, il est possible qu'on voit arriver les fonds très importants qui viendraient des marchés, des fonds des marchés monétaires, des capitaux, pardon, qui viendraient des fonds des marchés monétaires, qui là sont des très très grosses masses et qui pourraient venir, comment dire, donner un sacré moteur et une sacrée accélération au flux de fin d'année. Donc, pour l'instant, la semaine prochaine, encore sensible. Pourquoi? Parce qu'en termes de positionnement, il y a encore de la prudence, puisque le marché maintenant va attendre la Fed. Donc, ce qui veut dire que tout le monde ne va pas se réengager massivement sur la semaine qui arrive. Et d'autant plus qu'on a 44% des entreprises américaines qui vont publier leurs résultats la semaine prochaine. 44% des indices, hein. Donc du coup, il va y avoir de la volatilité au niveau des actions et forcément on a les grandes capis qui vont publier leurs résultats la semaine prochaine et qui vont être forcément très scrutés par le marché. Donc il y a des éléments de risque potentiel pour la semaine prochaine en termes de volatilité, mais dès lors qu'on aura passé cette semaine, si la Fed ouvre la porte au cycle de baisse de taux et que les résultats des grandes entreprises qui seront publiés la semaine prochaine, enfin en tous les cas toutes les entreprises qui seront publiées la semaine prochaine ont des résultats positifs comme celles qu'on a eues jusqu'à maintenant, à ce moment-là, il est clairement possible qu'on ait un gros rallye de fin d'année, au moins jusqu'à la mi-décembre en suivant. Donc voilà pour les perspectives. Donc la semaine prochaine, restez encore tactique, parce qu'il y a pas mal de catalyseurs, comme je le disais, avec les entreprises, les résultats d'entreprise. Pour l'instant, en termes d'inventaire dealer, c'est light, donc en termes comment dire, de stabilisateur de marché, c'est pour l'instant light. Donc prudence, ce qui veut dire que vous allez avoir des mouvements haussiers plutôt lents, comme on les a eu cette semaine, et baissiers plutôt violents. Mais en tous les cas, si les éléments que j'ai évoqués se cumulent la semaine prochaine, pour la semaine d'après et fin d'année, on devrait avoir un rallye plutôt important. Sauf, bien sûr, risque géopolitique, puisque là, maintenant qu'on a écarté le risque lié à l'inflation et aux politiques monétaires qui devrait se régler la semaine prochaine, le risque qui restera sur la table, c'est le risque politique, géopolitique. Donc celui-là, vraiment à garder d'un coin de l'œil. Après, en parallèle de ça, fonction de la tonalité de la Banque centrale japonaise aussi, ça donnera des pistes sur la continuation du rallye, parce que n'oubliez pas que les ménages japonais et les institutions japonaises sont très investis sur les marchés de capitaux européens et américains. Super, ben merci Jay pour cette analyse et ce point marché. Je pense que ça va être utile pour pas mal de traders. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, nous faire un petit retour sur ce que vous aimeriez voir, comment améliorer ce format. N'hésitez pas à évidemment vous abonner à la chaîne de Fidias, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir pour voir le soutien. Et puis surtout, n'hésitez pas à visiter le site fidias.com avec notre offre donc spéciale pour Halloween qui va durer toute cette semaine pour commencer à trader les marchés sans risquer votre propre capital. Sur ce, je te laisse le mot de la fin, Jay. Protégez-vous et à la semaine prochaine.